Bonsoir, bienvenue pour les nouveaux et bon retour pour les autres. La malédiction de l'épouvanteur, chapitre 9, les catacombes. Frère Peter étant retourné à ses tâches quotidiennes, je demeurai jusqu'au lever du soleil en compagnie d'Andrew. Il m'apprit que l'entrée des catacombes la plus accessible se situait dans la cave d'une maison abandonnée, jouxtant la cathédrale. Pour passer inaperçu, mieux valait s'y rendre au crépuscule. À mesure que les heures s'écoulaient, je me sentais de plus en plus nerveux. En exposant mes intentions à Andrew et au frère Peter, j'avais su me montrer assuré. Néanmoins, le fléau me terrifiait. Je trompais mon attente en farfouillant dans le sac de l'épouvanteur. J'en tirai d'abord la longue chaîne d'argent qu'il utilisait pour entraver les sorcières et l'enroulai à ma taille sous ma chemise. J'étais cependant bien consciente que la lancer contre le fléau, ce ne serait pas la même chose que s'exercer sur un piquet de bois. Je pris ensuite ma provision de sel et de limaille de fer. Je transférai mon briquet à Amadou dans la poche de ma veste et remplis celle de mon pantalon. La droite avec du sel, la gauche avec de la limaille. C'était grâce à ces ingrédients, efficaces contre la plupart des créatures en temps l'obscurité, que j'étais venue à bout de la vieille mère Malkine. Certes, ces armes n'étaient pas suffisantes pour vaincre un adversaire aussi puissant que le fléau. Si tel avait été le cas, l'épouvanteur l'aurait mis hors d'état de nuire une fois pour toutes, 20 ans plus tôt. Mais dans l'extrémité où je me trouvais, j'étais prêt à tenter n'importe quoi, et l'idée de posséder ces quelques atouts me réconfortait un peu. D'ailleurs, je n'espérais pas détruire le démon, je comptais seulement le tenir éloigné le temps de délivrer mon maître. Le bâton de l'épouvanteur dans la main gauche et son sac contenant nos manteaux dans la droite, je sortis enfin dans la nuit tombante et marchai avec Andrew en direction de la cathédrale. Le ciel était lourd de nuages et l'air sentait la pluie. Je m'étais mis à haïr Priston. Ses rues pavées, ses courants serrés entre de hauts murs, les collines et les grands espaces me manquaient. Comme j'aurais aimé être à Chipenden, pris dans la routine de mes leçons avec l'épouvanteur. J'avais du mal à accepter l'idée que cette période puisse être révolue. À proximité de la cathédrale, Andrew se faufila dans l'un des étroits passages courant à l'arrière des demeures mitoyennes. Il s'arrêta devant une porte, souleva doucement le loquet et me fit signe de le suivre dans une cour. Il referma le battant avec précaution et s'avança vers la maison, plongée dans l'ombre. Il fourragea dans la serrure. L'instant d'après, nous étions entrés et il redonnait un tour de clé derrière nous. Puis, il alluma 2 chandelles et m'entendit une. « L'endroit est inhabité depuis plus de 20 ans, me dit-il. Un esprit particulièrement malveillant hante les lieux, si bien que plus personne n'ose en approcher. Les chiens eux-mêmes se tiennent à l'écart. » Il avait raison quant à l'existence d'un esprit maléfique. J'aperçus l'inscription que l'épouvanteur avait gravée au dos de la porte. Yama-I. Je reconnus la lettre grecque gamma, utilisée pour un spectre ou un fantôme. Le chiffre 1 signalait une créature de première catégorie, assez dangereuse pour pousser n'importe quel humain au bord de la folie. Il s'appelait Matty Barnes, m'apprit Andrew. Il a assassiné 7 personnes dans la ville, peut-être davantage. Il avait des mains énormes avec lesquelles il étranglait ses victimes, de préférence des jeunes femmes. On dit qu'il les attirait ici et les tuait dans cette pièce. L'une d'elles réussit à lui échapper. Elle se débattit et lui creva un œil avec une épingle à chapeau. Il mourut lentement d'un empoisonnement du sang. John était sur le point de chasser son fantôme quand il lui parut préférable de n'en rien faire. Il avait l'intention de revenir un jour pour en terminer avec le fléau et voulait s'assurer que ce passage vers les catacombes lui serait accessible. Qui aurait envie d'acheter une maison hantée ? Soudain, l'atmosphère se refroidit.
et la flamme de nos chandelles vacilla. Quelque chose venait. Avant que j'aie eu le temps de respirer, ce fut là. Je ne voyais rien, mais je devinais une présence, tapie dans l'ombre, au fond de la cuisine. Et ça me fixait. Ne rien distinguer rendait la situation pire encore. Les esprits les plus puissants peuvent choisir de se rendre visibles ou non. Le fantôme de Matty Barnes de prouver sa force en restant caché, tout en me laissant savoir qu'il m'observait. De plus, sa méchanceté était perceptible. Il nous voulait du mal. Plus vite nous serions sortis d'ici, mieux cela vaudrait. Est-ce un effet de mon imagination ou fait-il très froid ? Me demanda Andrew. Oui, il fait très froid, répondis-je sans mentionner la présence du fantôme. Inutile d'effrayer mon compagnon plus qu'il ne l'était déjà. Alors bougeons-nous, lança-t-il en se dirigeant vers l'escalier qui menait à la cave. L'habitation était bâtie selon le modèle typique des demeures urbaines du comté. 2 pièces au rez-de-chaussée, 2 pièces à l'étage et un grenier sous le toit. La porte du cellier était située au même endroit que dans la maison de Earnshaw, où l'épouvanteur m'avait fait passer ma première nuit d'apprenti. Cette maison était hantée, elle aussi, et afin de vérifier mes aptitudes à ce travail, mon maître m'avait ordonné de descendre à la cave à minuit. On n'oublie pas une telle nuit. Rien que d'y penser, j'en frissonne encore aujourd'hui. Andrew et moi rejoignîmes le sous-sol. À part un tas de vieux tapis qui puaient le moisi, le lieu était vide. Andrew me confia sa chandelle et déplaça les tapis, dégageant une trappe. Plusieurs entrées aboutissent aux catacombes, m'expliqua-t-il, mais celle-ci est la plus simple d'accès et la moins dangereuse. Aucun curieux ne se risquera à fourrer son nez dans le coin. Il souleva la trappe et j'aperçus des marches qui s'enfonçaient dans un trou d'ombre, d'où s'exhalait une odeur de terre et de pourriture. Andrew reprit sa chandelle et passa le premier, me priant de patienter. Au bout d'un instant, il m'appela. « C'est bon, tu peux venir. Laisse la trappe ouverte, au cas où on serait obligé de sortir de là en vitesse. » Je laisse le sac de l'épouvanteur avec nos manteaux dans la cave et suivis mon guide, serrant toujours le bâton de mon maître. Arrivé en bas, je découvris avec étonnement un sol sec et dur, et non pas la boue à laquelle je m'attendais. La galerie était pavée comme les rues du dessus. Ces travaux avaient-ils été effectués par les gens qui vivaient là avant la construction de la ville, ce peuple qui vouait un culte au fléau? Et si c'était le cas, l'entrelac des rues de Preston correspondait-il au réseau des catacombes? Andrew se mit en route, sans un mot, et je sentis qu'il avait hâte que toute cette affaire soit terminée. Le tunnel était assez large pour qu'on puisse avancer de front, mais la voûte était basse, ce qui obligeait Andrew à marcher courbé. Je comprenais pourquoi on appelait les premiers habitants le petit peuple. Les bâtisseurs de cette cité souterraine n'avaient certainement pas la taille des gens de notre époque. Puis, le tunnel se rétrécit. De place en place, il semblait affaissé. À croire que le poids de la cathédrale et des bâtiments construits en surface l'écrasait. Ici et là, les pierres des murs et du plafond étaient tombées, et une boue collante, comme de la vase, suintait des parois. De l'eau gouttée quelque part, et l'écho de nos bottes sonnant sur les pavés se répercutait dans les profondeurs des galeries. Le passage devenant encore plus étroit, je dus me placer derrière Andrew. Puis, il se divisa en 2 tunnels plus petits. Nous prîmes celui de gauche et arrivâmes devant un renfoncement. Andrew fit halte et leva sa chandelle qui éclaira en partie la cavité. Je me figeai d'horreur. Il y avait là des niches pleines d'ossements, des crânes aux orbites creuses, des fémurs
des humérus, des phalanges, d'autres os que je n'identifiais pas, entassés en désordre, des ossements humains. Les catacombes sont truffées de cryptes comme celle-ci, commenta Andrew. Ça ne donne pas envie de se perdre dans le noir, hein. Je remarquai que les os étaient de petite taille. Il s'agissait des restes de ces gantis. Nous continuâmes et j'entendis un clapotis d'eau. Au tournant suivant, un ruisseau apparut. Il court sous la rue principale, devant la cathédrale, m'explique Andrew. Désignant 9 larges pierres plates, affleurant à la surface du flot noir, il ajouta « C'est ici que nous allons passer. » Une fois de plus, Andrew ouvrit la marche, sautant agilement de pierre en pierre. Parvenu de l'autre côté, il se retourna et me regarda accomplir ma traversée. « C'est facile, ce soir, » commenta-t-il. « Après une forte pluie, l'eau recouvre parfois le gué. On risque alors d'être emporté. » Bientôt, le bruit du ruisseau s'éteignit derrière nous. Soudain, Andrew s'arrêta, et je vis par-dessus son épaule que nous étions arrivés devant une grille. Et quelle grille! Je n'en avais jamais vu de pareil. Du sol au plafond, d'une paroi à l'autre. Un portail de métal fermait totalement la galerie. Ce métal luisait à la lumière des chandelles. C'était de toute évidence un alliage contenant une forte proportion d'argent, qui avait dû être forgé par un artisan de grand talent. Les barreaux, constitués de plusieurs barres fines enroulées en spirale, formaient un motif complexe. Plus je les observais, plus leur forme semblait changer. Andrew me fit face et posa une main sur mon épaule. « Voici la grille d'argent. Maintenant, écoute bien, c'est capital. Y a-t-il quelque chose dans les parages? Quelque chose qui appartienne à l'obscur? » Je ne crois pas. C'est insuffisant, rétorqua Andrew d'un ton sec. Tu dois en être convaincu. Si cette créature s'échappait, elle terroriserait tout le comté, et plus seulement les prêtres. Aucune sensation de froid ne me signalait la proximité de l'obscur. Toutefois, je respirais profondément et me concentrais pour vérifier cette impression. Rien. Je ne perçus rien. La voie est libre, lançai-je. Tu en es sûr? Tout à fait sûr. Oui, j'en suis sûr. Andrew fouilla dans la poche de son pantalon et s'agenouilla. Il y avait là une petite porte insérée dans la grille, dont la minuscule serrure se trouvait au ras du sol. Il y introduisit avec précaution une clé tout aussi minuscule. Je me souvins de l'énorme clé que j'avais remarquée sur le mur de son atelier. On aurait pu imaginer que la plus grande était la plus importante. Or, c'était l'inverse. Quoi de plus formidable en effet que cet objet miniature dans la main du serrurier qui protégeait le pays de la malignité du fléau. Il batailla avec la serrure, ôtant et réintroduisant la clé à plusieurs reprises. Enfin, elle tourna et la porte s'ouvrit. Andrew se redressa. « Tu es toujours décidé. » Je hochai la tête et, m'agenouillant à mon tour, glissai le bâton par l'ouverture et m'y faufilai à 4 pattes. Andrew referma immédiatement la grille derrière moi et me passa la clé entre les barreaux. Je la mis dans ma poche, bien enfoncée dans la limaille de fer. « Bonne chance, » me souffla le serrurier. « Je vais t'attendre 1 heure dans la cave de la maison, au cas où tu reviendrais par ce chemin pour une raison ou une autre. Si tu ne réapparais pas, je retournerai chez moi. Tu es un brave garçon, Tom. J'aurais vraiment souhaité en faire plus et avoir le courage de t'accompagner. » Je le remerciai. Puis, le bâton dans ma main gauche et la chandelle dans la droite, je m'enfonçai dans l'obscurité. À peine avais-je fait 3 pas que l'horreur de mon entreprise me submergea. Qu'est-ce qui m'avait pris? Étais-je devenu fou?
J'étais descendu dans le repère du fléau, et il pouvait surgir à tout moment. Il avait sûrement conscience de mon intrusion. J'inspirais profondément et me rassurais en pensant que, puisqu'il ne s'était pas rué par l'ouverture de la grille lorsqu'Andrew l'avait ouverte, c'est qu'il n'avait pas encore perçu ma présence. Et si les catacombes étaient aussi immenses qu'on le prétendait, le fléau se trouvait peut-être à des milles de là. Quoi qu'il en soit, que faire sinon avancer ? La vie de l'épouvanteur et celle d'Alice dépendaient de ma réussite. Au bout d'une minute de marche, j'arrivai à un embranchement. Me rappelant les indications du frère Peter, je m'engageai dans le tunnel de gauche. L'air autour de moi se refroidit. Je n'étais plus seule. Au-delà de l'espace éclairé par la chandelle, je percevais des formes imprécises, vaguement lumineuses, évoquant un vol de chauve-souris, entrant et sortant des cryptes creusées de chaque côté de la galerie. À mon approche, elles disparurent. Elles n'avaient pas osé venir trop près, mais j'étais sûre qu'il s'agissait de fantômes du petit peuple. Ne m'inquiétais guère, c'était le fléau qui m'obsédait. Plus loin, le tunnel faisait un coude. À l'instant où j'obliquais sur ma gauche, je dérapais. J'avais marché sur une substance molle et collante. Je reculai et abaissai la chandelle pour mieux voir. Ce que je découvris me laissa les jambes flageolantes, et la bougie trembla dans ma main. Sur le sol, il y avait un chat mort. Ce qui m'effrayait n'était pas qu'il soit mort, mais la façon dont il avait péri. L'animal avait dû se faufiler dans les catacombes à la poursuite d'un rat ou d'une souris, pour y connaître cette terrible fin. Il gisait sur le ventre, et les yeux lui sortaient de la tête. La pauvre bête était aplatie, au point que son corps formait une grosse tache sur les pavés. Sa langue, encore luisante, indiquait que cela s'était passé récemment. Je frémis d'horreur. Il avait été pressé. Tel était le sort qui m'attendait peut-être si je rencontrais le fléau. Je m'éloignai en hâte de cet affreux spectacle et parvins au pied d'une volée de marches, montant vers une porte. Si le frère Peter avait raison, la cave du presbytère était de l'autre côté. Je grimpai l'escalier et introduisis le passe-partout de l'épouvanteur dans la serrure. L'instant d'après, je poussai le battant de bois et le refermai aussitôt après avoir pénétré dans la cave, sans toutefois redonner un tour de clé. Mieux valait me réserver une issue, au cas où j'aurais un problème. Avec la trappe, et de toute façon, le fléau ne pouvait s'enfuir par là. J'étais dans un vaste cellier, encombré d'énormes tonneaux de bière et garni de casiers poussiéreux, chargés de bouteilles, dont beaucoup devaient être là depuis fort longtemps, à en juger par les toiles d'araignée qui les drapaient. Il régnait là un silence mortel, et à moins que quelqu'un ne soit dissimulé dans un coin pour mes pieds, l'endroit était désert. La flamme de la chandelle n'éclairait cependant qu'un étroit espace autour de moi, et derrière les tonneaux, l'obscurité pouvait receler n'importe quoi. Avant que nous quittions la maison d'Andrew, le frère Peter m'avait appris que les prêtres ne descendaient à la cave qu'une fois par semaine pour en remonter leurs provisions de boissons et que la plupart d'entre eux préféraient se tenir éloignés du sous-sol à cause du fléau. En revanche, ils n'avaient pu m'assurer qu'il en serait de même pour les hommes de l'Inquisiteur. Eux n'étaient pas d'ici et n'en savaient pas assez pour être effrayés. De plus, ils puiseraient sans vergogne dans les réserves de bière et ne se contenteraient pas de mettre en Perse une seule barrique. Ils pouvaient donc surgir à l'improviste. Je traversai prudemment la cave, m'arrêtant tous les 10 pas pour tendre l'oreille. Je finis par distinguer la porte qui donnait sur le corridor
et, en haut du mur gauche, la trappe de bois. Nous en avions une semblable à la ferme. Notre domaine s'appelait autrefois la brasserie, parce qu'un précédent propriétaire y brassait la bière qu'il vendait aux tavernes du coin. Comme me l'avait expliqué le frère Peter, cette trappe permettait de descendre et remonter les tonneaux sans avoir à passer par le presbytère. Il avait raison, ce serait la voie la plus pratique pour s'échapper d'ici. En l'utilisant, je courais le risque d'être repéré, mais repasser par la grille d'argent signifiait une rencontre possible avec le fléau. Or, après son emprisonnement, mon maître serait trop affaibli pour l'affronter. La malédiction qui pesait sur lui me confortait aussi dans ce choix. Qu'on y croie ou pas, autant ne pas tenter le diable. De grosses barriques étaient entassées jusqu'au-dessous de la trappe. Je posai la chandelle sur l'une d'elles et y appuyai le bâton, grimpé sur une autre. J'atteignis le verrou, que l'on pouvait manœuvrer de l'intérieur comme de l'extérieur. Son mécanisme était simple, et la clé de l'épouvanteur se montra efficace. Je laissai cependant la trappe en place, pour que personne dans la vénelle ne s'étonne de la trouver ouverte. Je revins alors à la porte de la cave. La clé tourna facilement dans la serrure. Mon maître avait de la chance d'avoir pour frère un artisan aussi habile. Le bâton à la main, je m'aventurai dans un long couloir pavé. Il était vide, mais à 20 pas sur la droite, une torche flambée, fixée au chambranle d'une porte close. Ce devait être celle du corps de garde dont frère Peter m'avait parlé. Plus loin, je devinais une ouverture et les premières marches d'un escalier de pierre conduisant au rez-de-chaussée. J'avançai sur la pointe des pieds, arrivé à la hauteur de la salle des gardes. Je perçus une rumeur, une toux, des rires. Soudain, les battements de mon cœur s'accélèrent. Une voix profonde venait de retentir tout près, derrière la porte. Avant que j'aie eu le temps de courir me cacher, le battant s'ouvrit à la volée, et je faillis le prendre en pleine face. Je m'aplatis vivement contre le mur. De lourdes bottes sonnèrent contre les pavés. « Je vais retourner à mon travail !» reprit la voix, que je reconnus alors. C'était celle de l'inquisiteur, et elle s'adressait à quelqu'un qui se tenait sur le seuil de la salle. « Qu'on envoie chercher frère Peter !» ordonna-t-il, « et qu'on me l'amène dès que j'en aurai fini avec l'autre. Si le père Kynes a laissé échapper un prisonnier, au moins a-t-il eu le bon sens de me révéler qui était à blâmer. Qu'on attache étroitement les mains de notre bon frère, de sorte que la corde entaille bien les chairs, qu'il sache exactement ce qui l'attend. On ne se contentera pas de rudes paroles, croyez-moi. Les fers rouges lui délieront la langue. » En guise de réponse, un rire grossier et cruel monta du corps de garde. Puis, l'inquisiteur referma la porte et se dirigea à grands pas vers l'escalier, son long manteau noir flottant derrière lui. Je me figeai. S'il se retournait, il me verrait. Un instant, je craignis qu'il continue jusqu'à la cellule des prisonniers, au fond du corridor. Mais à mon grand soulagement, il s'engagea dans l'escalier. Pauvre père Peter, il allait être soumis à la question par ma faute, et je n'avais aucun moyen de l'avertir, car j'étais le prisonnier échappé, et le père Kynes m'avait dénoncé. Présent que l'inquisiteur tenait l'épouvanteur, il voulait mettre la main sur son apprenti. Je devais libérer mon maître avant qu'il soit trop tard. Pour lui, comme pour moi. Je faillis alors commettre une grande erreur en m'apprêtant à gagner la cellule. Je réalisai juste à temps que les ordres de l'inquisiteur seraient exécutés aussitôt. En effet, la porte de la salle s'ouvrit encore. 2 gardes, armés de gourdins, en sortirent et marchèrent vers l'escalier. Lorsque le battant se referma, je me trouvai de nouveau à découvert, et de nouveau j'eus de la chance. Les gardes, eux non plus, ne se retournèrent pas. Après qu'ils eurent disparu, je restai immobile, le temps que le bruit de leurs pas s'éteigne et que les battements de mon cœur se calment.
J'entendis alors des pleurs, une voix psalmodiant une prière. Cela venait de la cellule. Je m'élançai et m'arrêtai bientôt devant une lourde porte de fer dont la partie haute était formée de barres verticales. Je levai la chandelle et regardai à l'intérieur. Dans la lumière vacillante, la cellule offrait un spectacle affligeant, et l'odeur qui en montait était atroce. Il y avait là une vingtaine de personnes, entassées dans un espace minuscule. Certaines semblaient dormir, allongées sur le sol. D'autres étaient assises, le dos contre le mur. Une femme se tenait debout, près de la porte. C'était sa voix que j'avais entendue. Ce que j'avais pris pour une prière n'était en réalité qu'un marmonnement incompréhensible. Ses yeux roulaient dans leurs orbites. Les épreuves qu'elle avait endurées avaient dû la rendre folle. Je ne voyais ni l'épouvanteur, ni Alice. Ce qui ne signifiait pas qu'ils n'étaient pas dans la cellule. Ces gens étaient bien les prisonniers de l'inquisiteur, destinés au bûcher. Sans attendre davantage, je posai mon bâton et déverrouillai la serrure. J'avais l'intention d'entrer pour trouver ceux que je cherchais. Mais avant que la porte soit tout à fait ouverte, la femme qui chantonnait s'avança et me barra l'accès. Se mit à crier, me crachant au visage des phrases incohérentes. Je lançai un regard inquiet vers la salle des gardes, mais déjà les autres prisonniers l'avaient écarté, se bousculaient pour sortir. Je remarquai une jeune fille, à peine plus âgée qu'Alice, avec de grands yeux bruns et de jolis traits. Je me penchai vers elle et chuchotai. « Je cherche quelqu'un. » Je n'eus pas le temps d'en dire davantage. Sa bouche s'ouvrit, révélant 2 rangées de dents cassées et noircies, et un rire sauvage jaillit de sa gorge, ce qui déclencha un tollé autour d'elle. Ces gens avaient été torturés. Ils avaient passé des jours, voire des semaines dans l'attente de la mort. Il était vain de faire appel à leur raison pour les inciter au calme. Des doigts s'accrochaient à moi. Un grand type dégingandé aux longs bras et au regard éperdu s'empara de ma main gauche, la serrant à m'en briser les os. Il la secoua avec gratitude. « Merci, merci » coassait-il. Je réussis à me libérer et récupérer mon bâton. J'étais affolée. Ce tapage allait alerter les gardes. Que ferais-je si Alice et l'épouvanteur n'étaient pas dans cette cellule, s'ils étaient enfermés ailleurs? Je n'eus pas le temps de vérifier, car rudement poussé en avant, j'étais déjà au-delà du corps de garde, et en quelques secondes, je me retrouvai devant la porte de la cave, entourée d'une troupe de prisonniers. Bien que les cris aient cessé, le brouhaha restait toujours fort. Je n'avais plus qu'à espérer que les gardes étaient en pleine beuverie. Ils devaient être habitués à entendre les appels des prisonniers et ne s'attendaient certainement pas à une évasion. Une fois dans la cave, j'escaladai les tonneaux et en équilibre sur la pointe des pieds, je relevai la trappe. Je perçus par l'ouverture les contreforts de la cathédrale. Un souffle d'air froid et humide me balaya le visage. Dehors, la pluie tombait drue. Des gens grimpèrent derrière moi. La grande escogriffe qui m'avait remercié m'écarta d'un coup de coude et se hissa à l'intérieur. Puis, il me tendit la main. « Viens !» fit-il. J'hésitai. Je voulais savoir si l'épouvanteur et Alice étaient hors de la cellule. La seconde d'après, une femme était grimpée à son tour et levait les bras vers l'homme qui l'agrippait par les poignets et l'extirpa de la cave. Je n'avais pas saisi ma chance. Les autres prisonniers se bousculaient, se battant presque dans leur hâte désespérée de se sauver de là. Un homme, toutefois, gardait son calme. Il fit basculer une barrique et la roula près des tonneaux entassés sous la trappe. Pour former une marche et faciliter l'escalade, il aida une vieille dame à monter et lui soutint les jambes pendant que l'autre, dehors, la tirait vers le haut. Beaucoup de ces malheureux avaient déjà pris la fuite, mais il en arrivait sans cesse. J'avais repris la chandelle et la tenais levée, mes yeux allant d'un prisonnier à l'autre, dans l'espoir de reconnaître mon maître et mon ami. Une pensée me frappa tout à coup. Et s'ils étaient trop malades ou trop faibles pour bouger, et qu'ils n'aient pas eu la force de quitter la cellule?
Je n'avais pas le choix. Je devais retourner là-bas, pour m'en assurer. Je sautai du tonneau. Trop tard. Un cri retentit. Des voix furieuses s'élevèrent. Des bottes résonnèrent sur le pavé du corridor. Un grand costaud fit irruption dans la cave, brandissant un gourdin. Il balaya l'endroit du regard et, avec un rugissement de rage, se jeta sur moi. Fin du chapitre 9. N'oubliez pas de laisser un pouce.